Bonsoir à tous. Bon, on n'est pas très nombreux, donc encore plus merci à tous ceux qui sont venus ce soir à ce Performance User Group. Alors, ce soir, le thème, c'est Load Runner. Donc, Load Runner, moi, je ne sais pas vous, mais je connais assez peu, mais on m'en parle beaucoup. Donc, je suis très curieux de savoir un peu plus dans le détail comment il fonctionne, ce qu'il a de particulier, ce qu'il a comme fonctionnalité, parce que c'est un produit qui a un peu de l'âge, donc il a probablement accumulé des fonctionnalités. Mais pour ça, Guillaume va vous en dire beaucoup plus que moi pendant l'heure qui va suivre. Après, vous aurez bien entendu, comme d'habitude, du temps pour lui poser des questions et pour continuer à lui poser des questions autour du petit pot qu'Octo offre juste derrière. Et la prochaine fois qu'on se reverra, ça sera fin novembre et ça sera la dernière session de l'année. On se retrouvera après au mois de janvier. La date était déjà fixée, c'est le 27 novembre, la dernière 2014 pour le Performance User Group. Voilà. Je vais tout de suite laisser la parole à Guillaume pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Marc. Je vais te laisser ça. Alors je ne sais pas si le micro fonctionne, c'est bon? En même temps, on n'est pas dans une grande salle, je pense que vous allez m'entendre. Alors, déjà, merci de me recevoir, de nous recevoir, parce que je suis venu avec un collègue, Akil, qui est dans la salle, qui s'est fondu dans la masse. Merci à Octo d'héberger cette session, et puis c'est notre première fois au Perf User Group Paris, donc je pense que vous êtes un peu plus dans le Perf User Group. Je ne sais pas combien exactement aujourd'hui, mais en tout cas, merci d'être là. Je vais juste faire rapidement après un petit sondage pour savoir qui connaît LoadRunner, quel est votre profil un petit peu, savoir rapidement si vous êtes plutôt côté test, côté développement, côté architecture, peut-être autre part dans l'organisation. Je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Guillaume Alex. On aura l'occasion de discuter, j'espère, après, si vous avez des questions. Mais si vous avez d'autres questions ultérieurement et que vous souhaitez me les poser, vous avez mon adresse email dans la présentation. Je pense que la présentation, après Marc, elle est partagée aussi au niveau de votre GitHub. D'accord, très bien. Donc, j'appartiens, moi, à une équipe chez HP Software. HP, c'est une grande maison. Dans HP, il y a une entité qui s'occupe les logiciels. HP Software, ce sont les logiciels pour les directions informatiques. Et je ne vais pas refaire l'histoire de LoadRunner, mais LoadRunner, c'est un produit, comme le disait Marc, alors, il disait dont il entend beaucoup parler, mais il y a une raison particulière, c'est que c'est un produit qui est sur le marché depuis plus de 20 ans maintenant. Donc ça peut, je vois des sourcils qui se lèvent, ça peut être inquiétant, mais il ne faut pas. On va essayer d'expliquer pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. Effectivement, il y a plein de solutions qui existent sur le marché, hein, qu'on parle d'open source, qu'on parle de solutions soumises à licence. LoadRunner, on va en reparler, mais je pense que si vous êtes venu, c'est que vous avez pris connaissance du sujet du jour. C'est effectivement un logiciel qui va vous aider à valider les performances de vos applications. Donc, on parle de tests de montée en charge, de tests de performance. On essaiera de montrer qu'aujourd'hui, on peut aller plus loin, commencer plus tôt dans le cycle de vie de l'application à mettre en place une telle solution. Et on verra comment une solution qui, historiquement, peut-être est perçue comme étant coûteuse, parce que ce n'est pas de l'open source, parce que HP peut-être est perçu comme étant un éditeur qui pratique des tarifs qui sont pas forcément les plus accessibles, va s'ouvrir justement, et l'idée c'est qu'on puisse l'ouvrir au plus grand nombre, et on vous expliquera pourquoi aujourd'hui. Donc j'appartiens à cette entité HP Software, je travaille dans l'équipe avant-vente, donc je travaille avec nos clients au quotidien, avec nos prospects au quotidien. Avant ça, j'ai fait pendant 10 ans des projets, justement, équipés, outillés avec LoadRunner. Donc j'étais au quotidien chez nos clients et j'ai pu acquérir une expérience relativement riche sur toutes les technologies du marché, puisqu'on verra que la couverture technologique de LoadRunner aussi, ce qui peut la différencier par rapport à d'autres solutions, est relativement large. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. J'ai quelques slides
et j'aimerais qu'on passe plus de temps justement sur les aspects pratiques pour que vous puissiez toucher du doigt un petit peu la solution. On ne va pas faire des choses très complexes aujourd'hui, on a peu de temps, mais au moins qu'on puisse passer dans les différents modules qui constituent la solution et que vous puissiez comprendre comment ils vont répondre aux différents besoins d'une campagne de test. Alors juste un petit sondage rapide. Déjà, qui connaît LoadRunner dans l'assistance? Allez, une minorité en fait, finalement. Alors, qui fait partie plutôt d'équipe de développement? D'accord. Qui fait du test? On peut être développeur et faire du test. Hein. Qui fait du test, et en l'occurrence du test de performance? Donc on retrouve les mêmes personnes aussi. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt côté architecture, voire peut-être même côté production ou architecture? Côté Ops, il y a des gens qui sont vraiment côté Ops? D'accord. Merci. Non mais c'est bien, on a une représentation d'une bonne partie du cycle de vie, donc c'est intéressant de voir ce qui, après, a motivé votre présence. On pourra en discuter pendant le pot qui est offert après. Alors, juste, l'agenda, je ne vais pas y passer des heures, puisque c'est purement et simplement ce que vous aviez dans l'invitation. L'idée, c'est de resituer LoadRunner vraiment rapidement, et après de passer sur des aspects plutôt démonstration. Donc à savoir les how-to, comment concevoir des utilisateurs virtuels, donc ce qui va permettre de simuler l'activité sur vos applications, de générer de la charge. On va voir comment on fait ça. À partir de là, comment construire des modèles de charge, donc des scénarios de test qui vont tirer parti de ces utilisateurs virtuels et simuler une utilisation de l'application qui va se rapprocher, on l'espère, au plus près de la réalité. Il y a un autre aspect qui est la collecte d'indicateurs, donc le monitoring, qui va permettre de comprendre plus facilement s'il y a des problèmes, quelle est la cause de ces problèmes. Donc on verra comment on peut le mettre en place. Et puis l'exécution des tests et l'analyse des résultats. Donc là, on couvre en fait tout le cycle de vie d'une campagne de test de performance. On pourra parler des aspects dev. Je ne sais pas si les gens qui font du développement dans la salle sont plutôt sur des approches méthodologie, je dirais classiques, historiques, ou sur de l'agile, ou les deux peut-être, voire de l'hybride. Agile, hybride. D'accord. Donc avec un nombre de releases, on va dire peut-être supérieur à la moyenne si on regarde ce qui se faisait il y a encore quelques années, mais on n'est pas sur de l'agile à proprement parler avec des releases très fréquentes. On en reparlera après alors. Et puis je voudrais, si on a le temps, ça c'est vraiment si on a le temps, puisque l'objectif premier c'est de vous parler de LoadRunner, vous présenter une offre qui s'appelle Storm Runner Load, qui est une extension de LoadRunner, justement pour tout ce qui est test dans le cloud. Donc les applications aujourd'hui de plus en plus souvent sont développées, et pas seulement déployées, mais développées dans le cloud. Et on va avoir besoin d'avoir de la flexibilité, d'avoir de la scalabilité, d'avoir une approche coût qui soit optimisée. Donc c'est l'objectif de cette solution, donc, qui technologiquement va prolonger ce qu'on va faire avec LoadRunner, mais dans un contexte cloud, donc qui est focusé sur les applications web et mobile. Alors, quelques mots sur LoadRunner. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin, mais je ne sais pas après, au niveau timing, parce que les organisateurs ont l'habitude, il vaut mieux prévoir les questions-réponses à la fin, hein, dérouler la présentation, et sinon on risque de déborder, c'est ça? Ok, parce que moi j'ai l'habitude d'être dans une approche un peu plus interactive, mais je ne voudrais pas qu'on se retrouve à finir à 22h30. Ok, donc LoadRunner, on le disait, c'est une solution qui a été mise sur le marché en 93. Alors en 93, entendons-nous bien, on parle surtout de terminal mode caractère, de clients lourds, donc clients serveurs purs. Aujourd'hui, évidemment, la solution, elle a évolué. Elle a évolué tout le temps depuis sa mise sur le marché. Donc, c'est une solution qui a été mise sur le marché à l'époque par une société qui s'appelait Mercury Interactive, qui était une petite société. Hein. Avant son rachat par HP, c'était 3500 personnes dans le monde. Mais qui était, au fil des années, devenu leader sur le marché du test, donc l'automatisation des tests, la gestion des tests. Donc peut-être que vous connaissez d'autres solutions, LoadRunner étant une solution qui est
une des solutions phares du portefeuille Mercury Interactive. En 2006, HP rachète Mercury Interactive et les investissements en R&D ont continué. Un leader en part de marché, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, effectivement, vous pouvez regarder sur le marché, il y a plein de solutions qui vont répondre aux besoins de valider les performances applicatives. Chaque solution va avoir des avantages et des inconvénients. Ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui, c'est ce qui pourrait être intéressant si on choisissait LoadRunner, au-delà du fait que c'est une solution effectivement qui est pérenne, qui a une communauté d'utilisateurs qui est extrêmement vaste dans le monde entier, en France également, hein, et qui offre une base de compétences aussi extrêmement riche. Donc effectivement, les technologies ont largement évolué en 20 ans. On sait que ça va très vite dans notre métier, au niveau de l'IT, au niveau du high-tech. On suit ces évolutions, on essaiera de le montrer après. La couverture technologique, c'est un des points, mais les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et le fait de pouvoir accélérer sur certaines phases, par exemple, la conception des utilisateurs virtuels. Donc c'est ce qui va permettre de simuler l'activité sur votre application. On est souvent sur une approche protocolaire, c'est-à-dire qu'on va simuler des communications, des échanges d'informations au niveau de la couche de communication. Par exemple, je prends une application web, c'est ce qu'il y a de plus simple à illustrer. On va simuler des requêtes et des réponses HTTP. Donc des requêtes, et l'application va nous répondre, et en fonction de sa réponse, on va générer une requête qui va être en cohérence avec le processus métier. Ça induit qu'on va avoir de la charge de travail, parce qu'il va falloir connaître l'application, il va falloir comprendre comment elle fonctionne. Quand on est utilisateur, on voit une interface homme-machine, on clique, on fait de la saisie, on lit. On n'a pas toute la complexité liée aux échanges qui se font au niveau des couches de communication. Donc on va voir aussi comment on essaie d'apporter de la simplicité, en tout cas d'accompagner nos utilisateurs pour sortir de ces problématiques liées au fait qu'on descend dans les couches de communication. Et puis la dernière chose, mais je vais en parler très rapidement, c'est quelque chose qui est nouveau justement, puisque c'est disponible depuis juin 2012, c'est ce qu'on appelle la Community Edition. Comme on le disait, LoadRunner c'est un outil éditeur. Donc ça veut dire qu'il y a un système de licence. Il y a un système de licence, il y a un système de maintenance, donc avec des redevances annuelles. Aujourd'hui, depuis juin, on propose une version qui est gratuite, sans limitation de durée, et qui permet de faire des tests à hauteur de 50 utilisateurs concurrents, quelle que soit la technologie. Donc la technologie, on couvre en fait quasiment tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui. On parle des applications web mobiles, en passant par les ERP, aux applications legacy, on peut encore faire de l'émulation de terminal mode caractère si on veut avec LoadRunner. On peut faire du client-serveur, base de données. Il y a des sociétés aujourd'hui où ça existe encore. Il y a des logiciels qui perdurent, je ne sais pas si on dit heureusement ou malheureusement, parce que souvent les performances de ces logiciels sont bonnes, et que quand on va commencer à les mettre à la sauce, on va dire, interface web, donc améliorer l'expérience utilisateur, souvent on va rajouter des couches et on va dégrader les performances. En tout cas, ça, si vous installez LoadRunner aujourd'hui, vous pouvez le télécharger. Hein. Vous avez deux moyens d'y accéder, soit sur le portail d'HP Software, soit sur un portail dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Pronq, P-R-O-N-Q. Vous pouvez télécharger LoadRunner. Automatiquement, quand vous l'installez, vous avez une licence 50 utilisateurs concurrents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire un test à 50 utilisateurs gratuitement. Vous allez me dire, 50 utilisateurs, on ne va pas très loin. L'idée est que, justement, on puisse mettre à disposition des équipes de développement, au plus tôt dans le cycle de vie, un outil qui va continuer à être utilisé après et qui est utilisé peut-être même depuis de nombreuses années par les équipes de test. Et qu'on crée donc ces synergies entre développement et test au travers de la plateforme LoadRunner. Donc ça veut dire que vous avez ça, mais vous avez aussi des intégrations avec les outils de développement, donc les IDE les plus utilisés, hein, que ce soit Eclipse, Visual Studio. Vous avez des intégrations avec Jenkins pour faire de l'automatisation et de l'intégration dans les chaînes de livraison applicatives avec de l'intégration continue. Donc ça, c'est disponible dans LoadRunner 12 depuis juin. Vous pouvez exécuter également des tests unitaires qui sont conçus avec NUnit, JUnit, même avec Selenium, à partir de LoadRunner. Donc c'est pas seulement, je dirais, un effet d'annonce en disant 50 utilisateurs gratuitement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas énormément de tests qu'on fait à 50 utilisateurs, mais c'est plutôt pour se dire, on peut faire des tests plutôt dans le cycle de vie, avec des volumétries moindres, pour pouvoir monter au fur et à mesure,
quand on va avoir les différentes briques de l'application qui vont être assemblées sur les environnements d'intégration de pré-production à des volumétries supérieures. Donc ça, c'est un message qui n'est pas nouveau. Je pense que tous les gens qui travaillent autour de la performance sont conscients que plus tôt on va faire ce travail au niveau du cycle de vie de l'application, plus ce sera efficace et moins ce sera coûteux. Le problème, c'est que sur un logiciel comme ça qui a une perception vraiment complètement opposée à ce qu'on a au niveau de l'open source, bah, c'était un frein. Donc voilà comment on lève ce frein aujourd'hui. Alors maintenant, si on regarde ce qu'on a dans LoadRunner, qu'est-ce que vous avez justement, que vous soyez en Community Edition ou avec une version payante? Vous avez plusieurs modules logiciels qui vont accompagner les différentes phases justement d'une campagne de test. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire au départ? Bon, il y a tout un travail déjà de collecte peut-être de l'information. Après, il y a des sachants qui détiennent cette information, qui peuvent être des gens de l'équipe de développement, qui peuvent être un chef de projet, qui peuvent être des business analysts, des gens qui sont plutôt côté métier. Mais qu'est-ce qu'on va tester déjà? Donc après, il y a différents types de tests. On va faire les mêmes tests au niveau composant, au niveau développement, qu'on va faire après au niveau processus métier. Toute cette phase de préparation, on n'a pas d'outils, on n'a pas de modules dans la suite qui vont permettre de la supporter. On va commencer à travailler avec LoadRunner quand on saura déjà ce qu'on veut simuler. Qu'est-ce qu'on veut simuler comme type d'activité? Est-ce que c'est des choses très basiques? Est-ce que c'est des choses plus évoluées d'un point de vue métier, avec un processus métier, des processus métiers qui vont correspondre à ce que vont faire les utilisateurs en production? Donc le premier module qu'on va utiliser, c'est, je vais essayer d'activer le laser, ça sera plus simple. Le premier module qu'on va utiliser ici, c'est le Virtual User Generator. Donc le générateur d'utilisateurs virtuels, c'est ce qui va permettre de concevoir les utilisateurs virtuels, ce qui va remplacer vos utilisateurs réels. On va obtenir des scripts, et ces scripts, on va les utiliser pour concevoir des modèles d'utilisation, donc des scénarios de test. Donc on va faire ça avec le contrôleur, et puis on va ensuite passer à l'exécution, donc avec des injecteurs, des load generators, et la collecte d'indicateurs de performance, donc on parlait du monitoring, la corrélation des informations, mesure du temps de réponse transactionnel, applicatif, et collecte d'indicateurs, que ce soit, on part de vraiment du plus basique, hein, la consommation de temps processeur, la consommation mémoire, jusqu'à des indicateurs fins sur les middleware, sur tous les softwares que vous allez retrouver dans votre architecture. Ce qui va permettre de collecter ces informations en temps réel et de comprendre plus facilement comment elles sont liées, donc de pouvoir faire des corrélations. Ces corrélations, on peut les faire pendant le test ou on peut les faire après le test, puisqu'on va fournir aussi un module d'analyse qui va permettre d'exploiter les résultats. Donc on est sur une approche classique, hein, il n'y a pas de révolution par rapport à ça. On va aussi pouvoir travailler de manière itérative avec des cycles d'optimisation, c'est-à-dire qu'on détecte des problèmes, on corrige, en tout cas on essaye de corriger, et ensuite on refait un test pour voir si on a eu des gains ou des dégradations. Donc l'outil d'analyse va permettre notamment de comparer des résultats et de dire voilà, c'est mieux, c'est moins bien, est-ce que l'optimisation a été efficace ou pas. Alors maintenant, si on descend un petit peu en granularité sur chacun de ces modules, on va commencer par le premier, le Virtual User Generator. Donc, comment on conçoit un utilisateur virtuel? Donc, ce que je vous propose, parce que je parle beaucoup, donc on va passer un peu à des choses plus pratiques, c'est de le voir plutôt sous forme de démonstration. Alors, on a une application. La base, c'est déjà qu'il faut qu'on ait une application pour pouvoir démontrer des choses. Cette application, elle est très simple. On va déjà se loguer. Donc, je n'ai pas personnalisé mes utilisateurs, hein, mais peu importe. Donc, je vais avoir des users qui vont accéder à cette application, en fait, qui est une application de réservation de billets d'avion. Donc, assez sommaire, je vais faire une recherche de vol. J'ai une ville de départ, une ville d'arrivée, date de départ, date de retour. Bon, on va dire qu'on va aller de Paris, par exemple, à San Francisco. On va laisser les options par défaut. Et puis après, on va donc obtenir une liste de vols disponible. Donc, je peux sélectionner un vol parmi ceux qui sont proposés. Et puis, je vais pouvoir, si je le souhaite, donc procéder à l'achat en fournissant mes coordonnées bancaires. Donc voilà, je reçois la confirmation de mon achat.
Et après, j'ai la possibilité de voir la liste des achats que j'ai réalisés, de revenir sur ma page d'accueil ou de me déloguer. Voilà. Application simple, mais qui va nous permettre de vous montrer, au travers d'un processus métier comme on vient de le voir, ce qu'on peut faire avec les différents modules de LoadRunner. Donc le premier module, le Virtual User Generator. Ce module, il va vous fournir la possibilité de capturer donc, les échanges entre l'application cliente et le serveur frontal et de générer un script. D'accord ? C'est ce script après qui va être affecté à des utilisateurs virtuels et qui va permettre donc de simuler l'activité utilisateur, de générer de la charge, puis on va avoir d'utilisateurs en parallèle. Donc, vous avez ici dans la page d'accueil un certain nombre de thématiques, donc, tout ce qui est nouveauté. Vous avez aussi des liens vers la communauté d'utilisateurs, des liens vers la base de compétences et un certain nombre de liens après qui sont recommandés. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, déjà, c'est de créer un script. Donc, je vais, moi, créer un script. Et c'est pareil, je ne vais pas faire la liste de toutes les technologies, mais vous avez déjà un aperçu ici de l'ensemble des technologies qu'on va couvrir. Donc, on est sur une application web. On va choisir un script de type web HTTP, HTML. Et ce script, je vais l'appeler du nom de mon application. Et puis, je vais le mettre... Alors, je me suis créé un répertoire ici pour stocker mon script. Donc là, je vais juste créer en fait un squelette. Et ici, j'ai une vue sur mon script et ce qu'on appelle les actions. Donc les actions, c'est la façon dont on structure le script. Par défaut, effectivement, il va nous ouvrir ce fichier action. On peut voir qu'on a 3 fichiers par défaut qui sont VUserInit, action, VUserEnd. Donc VUser, Virtual User, utilisateur virtuel, init et end. Simplement, on peut mettre des étapes dans l'initialisation de l'utilisateur virtuel et quand il se termine. Un exemple simple, je veux simuler un utilisateur de type intranet qui va plutôt se connecter le matin, travailler pendant la matinée, aller déjeuner, revenir, continuer à travailler si sa session n'a pas expiré, se déconnecter à la fin de la journée, s'il se déconnecte. Donc on va plutôt, en termes de script, mettre la partie ouverture de session dans le VUserInit, tout le processus métier qu'on veut simuler dans l'action, et dans le VUserEnd, on va mettre la partie fermeture de session, déconnexion, on appelle ça comme on veut. Ça veut dire que quand on va simuler l'activité de l'utilisateur, on va être sur un utilisateur qui ne va pas se reconnecter à l'application systématiquement. A l'inverse, si on veut simuler un utilisateur plutôt de type Internet, c'est-à-dire que finalement l'utilisateur virtuel va représenter potentiellement plusieurs utilisateurs réels séquentiellement, on va plutôt tout mettre dans le fichier action. Après, ces fichiers d'action, je n'aurai pas le temps de le démontrer aujourd'hui, parce qu'on va rester encore une fois sur des basiques, essayer de vous montrer un certain nombre de choses, mais on ne peut pas tout montrer, ce n'est pas une formation. Mais ce fichier d'action, on peut en créer plusieurs, on peut appliquer des pondérations. Donc, par exemple, je peux très bien, si je prends l'exemple d'un processus métier de type site e-commerce, je vais avoir un fichier d'action où je vais me connecter, ouvrir ma session. Ensuite, je vais faire des recherches. Je vais pouvoir mettre une pondération sur ma recherche. Par exemple, je vais faire 3 recherches à la suite. Mais je ne vais pas enregistrer 3 fois, je vais enregistrer une fois la recherche. Et après, je dirais, la recherche, je vais l'exécuter 3 fois. Après, je vais rajouter des articles dans mon caddie. Ça, je peux le faire une fois, n fois. Et puis après, je vais acheter. C'est pareil. Donc, je vais pouvoir structurer mon utilisateur virtuel de manière à lui donner un comportement particulier. Et ce comportement, je peux ensuite l'adapter. À partir d'un même script, je vais pouvoir représenter plusieurs types d'utilisateurs réels en jouant justement sur les pondérations, sur les options d'exécution. Donc ça, c'est, on va pas le faire là, on va rester sur une approche simple où moi j'ai un utilisateur type Internet, je vais enregistrer dans mon fichier action et je vais tout avoir, tout mon process métier, de l'ouverture de session jusqu'à la fermeture de session. Alors comment ça se passe? Je peux lancer ma capture. Donc c'est un enregistrement. Le principe de l'enregistrement, c'est qu'on va lancer le client applicatif, en l'occurrence là un navigateur. On va dérouler le processus métier. Et derrière, on va obtenir un script. Alors,
moi, ce que je fais en général, c'est que je lance mon navigateur sur une page blanche. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, je démarre ma capture. Et ce que je vais avoir ici, je vais avoir une barre flottante qui me permet de piloter en fait la capture de mon script. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que là, je disais, vous voyez, on peut rajouter des fichiers d'action. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc, je peux changer d'action en fonction de là où je veux mettre les différentes étapes que j'enregistre. Mais ce que je peux faire aussi, c'est mettre des pointeurs qui vont permettre de dire quand je vais exécuter mon script, je vais mesurer la performance, le temps de réponse applicatif. C'est ce qu'on appelle dans le jargon LoadRunner des transactions. Donc une transaction, ça va être le démarrage d'un chrono jusqu'à ce qu'on obtienne la réponse avec le temps mesuré. Donc après, on peut leur donner le nom qu'on veut. Moi, je vais appeler la première transaction homepage. Et donc, je vais aller sur mon application. Donc le fait de partir sur une page blanche, ça me permet déjà de, pendant la capture, de positionner mes transactions du début jusqu'à la fin. Donc j'ai reçu ma réponse. Je vais avoir la possibilité d'arrêter ma transaction. Les transactions, c'est moi qui définis où je les mets, où je les démarre, où je les arrête. Donc, je vais me loguer. Je vais réouvrir une transaction. Alors après, on peut les préfixer comme on veut, hein. C'est vraiment un nom logique. Je me log. Et après, ce que je pourrais faire ici, c'est dire, je pourrais vérifier aussi que je me suis bien logué. Donc j'ai la possibilité de sélectionner du texte et d'insérer en fait un point de vérification. Donc j'insère un point de vérification qui va vérifier que j'aurai bien le message Welcome User 01 quand je vais obtenir ma page. Donc ça, on peut le faire à chaque page. Là, juste pour vous montrer, je vais me limiter à ce point de vérification-là. Je vais fermer ma transaction. Je vais continuer la capture de mon script, hein. Donc, je vais faire un find, une recherche de vol. Ok, j'arrête ma transaction. Ici, je vais dire que je vais aller de Paris, par exemple, à San Francisco. Et je vais lui dire, rajoute-moi une transaction. Donc, recherche de vol. Et ainsi de suite. Donc, la saisie du processus métier peut effectivement être longue en fonction de ce que vous voulez simuler. Mais ça, une fois que vous l'avez fait, cette capture-là, on verra qu'après, vous pouvez régénérer le script sous différentes formes sans avoir à recapturer. Donc, ici, je vais sélectionner mon volt. Donc, select flight. Et dernière étape, je vais faire un achat de billets. Alors, on ne va pas sauvegarder les informations. Et, par exemple, ça, ok. Donc, là, c'est pareil, je pourrais dire, je vais arrêter ma transaction, mais je pourrais mettre un point de vérification pour vérifier que, effectivement, j'ai bien fait ma réservation. Et puis, dernière chose, je vais me faire un logout. Alors, c'est vrai que habituellement, les utilisateurs ne le font pas forcément. Et ça peut induire un changement de comportement sur l'architecture, hein, puisque vous allez avoir des sessions qui ne vont pas être fermées, qui vont tomber en timeout au bout d'un certain temps, mais qui peuvent donc donner un comportement différent en termes de gestion de la mémoire. Donc là, je vais faire ça proprement. J'arrête ma capture et je vais me retrouver donc dans le Virtual User Generator. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir un script qui est effectivement plutôt quelque chose qui va parler à des développeurs. On voit des appels de fonctions. Maintenant, on utilise des librairies assez haut niveau. On va voir que ici, dans les options d'enregistrement, j'ai plusieurs possibilités. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je peux générer un script plutôt HTML, donc assez haut niveau, assez compact, avec des grandes étapes. Mais je peux aussi générer un script bas niveau, donc plutôt basé sur les URL, donc plus proche du protocole HTTP. Donc on va recommander celui-là.
celui qui est généré. Et en gros, on va voir qu'on a grossièrement, si on retrouve les transactions, on a une requête. Donc là, on voit la requête entre chaque transaction. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ce que je peux faire déjà, c'est rejouer mon script. Donc la première chose, ça va être de vérifier que mon script se comporte bien. Est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas? Alors, déjà, j'ai un problème, c'est que il me dit, je vais aller le voir tout de suite, j'ai des outils de debugging qui me permettent de voir ce qui se passe. Voilà, il ne peut pas résoudre l'adresse autocache.hp.com, mais à culpa, j'ai un proxy, moi, qui est défini. Et au niveau de mes options d'exécution, j'ai le proxy d'HP qui est activé par défaut. Donc là, je ne suis pas chez HP, donc je vais le désactiver, ça devrait mieux fonctionner. Si je rejoue mon script, alors, donc on a, une fois qu'on a rejoué le script, un détail de ce qui s'est passé pour chaque transaction, le statut, et on peut après aussi déjà d'un point de vue unitaire, avoir des informations plus précises sur les statistiques de connexion, le type de réponse, les status code HTTP. Donc ça, c'est des choses qui vont se rapprocher de ce que vous retrouvez dans des navigateurs, donc, que ce soit du Firefox, du Chrome, etc. Mais ça permet déjà d'avoir une première visibilité au niveau unitaire. Donc maintenant, mon script, a priori, il n'y a pas d'erreur. J'ai mis des points de vérification, j'en ai mis que 2. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je voudrais avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe réellement. Je peux afficher en fait des snapshots. Alors, qu'est-ce qu'une snapshot? Ça va être... alors, on va essayer de les afficher différemment, parce que là, on ne les voit pas. Voilà. Que vous voyez et le script et les snapshots. Donc, si je me positionne sur une étape, j'ai une vue HTTP ou j'ai une vue page qui va me permettre de voir ici voilà, ce que j'ai eu comme réponse. Donc ça permet déjà d'aider à la conception du script, parce que vous pourrez l'avoir également au niveau du replay. Donc si je split plutôt en mode vertical, en haut j'ai le recording, en bas je vais avoir le replay. Et si j'affiche ma page view, voilà, je peux comparer ce que j'avais à la capture pendant l'enregistrement et ce que j'avais au rejeu. Donc ça me permet de confirmer que mon script s'est bien déroulé. Bon après, la manière classique de faire, c'est de se connecter sur l'application et de voir si j'ai bien effectivement fait une réservation. Hop. Donc si je vais voir ici, donc la dernière qu'on a réalisée, alors j'aurais pu les supprimer avant parce que du coup, vous n'allez pas me croire, parce qu'on en avait déjà. Mais on en a, alors on va le faire comme ça, on va les supprimer. Et si on rejoue le script, on va avoir une réservation supplémentaire. Maintenant, le script là, il travaille avec des données qui correspondent à un état, à une photo à un instant T. Donc on n'a pas variabilisé les comptes utilisateurs, les mots de passe, on n'a pas variabilisé les données d'entrée, c'est-à-dire les données de recherche, la ville de départ, la ville d'arrivée. Tout ça, ça peut avoir un impact sur son bon fonctionnement. Et ce qu'on veut, c'est avoir un script qui va se rapprocher le plus possible de la réalité. Donc on va pouvoir le variabiliser. Donc là, je l'ai rejoué, juste pour voir le résultat. Voilà, donc j'ai bien une réservation qui a été faite de Paris à San Francisco. C'était ce que j'avais capturé. Donc si on veut le variabiliser maintenant, comment ça fonctionne? Donc, je vais revenir sur ma vue script ici. Alors, plusieurs choses qu'on peut variabiliser. Par exemple, le username password. Le user, je le sélectionne, je le remplace par un paramètre, création d'un nouveau paramètre que je vais appeler username. Et lui, il va me proposer de me créer un fichier. Alors, ce que je vais faire en plus, c'est que je vais lier les utilisateurs et les mots de passe. Comme ça, je suis sûr que j'aurai pas d'erreur. J'ai un user, j'ai un mot de passe qui lui est propre. Donc, je peux créer un fichier. Il me dit OK. Il va prendre la valeur qui était dans le script. Et ici, je valide et il va me proposer de remplacer toutes les occurrences de cette valeur, donc user01, dans mon script. Donc, je peux faire la même chose pour mon mot de passe. L'intérêt là, c'est que vous avez vu comment ça fonctionnait.
je vais l'appeler password. Par contre, je vais réutiliser mon fichier user.dat et je vais lui dire rajoute-moi une colonne qui s'appelle mot de passe. Comme ça, je vais pouvoir gérer dans un fichier multicolonne et pouvoir même gérer le lien entre mes différentes données. Donc je peux lui dire aussi sélectionne-moi ma valeur à partir de l'entête de colonne, donc en l'occurrence le mot de passe, et je vais lier directement la valeur de mon mot de passe à la valeur de mon username. Donc je vais lui dire tu me sélectionnes ma valeur qui correspond à la ligne username. Comme ça je suis sûr d'avoir le bon mot de passe aligné avec l'utilisateur. Alors après, une fois qu'on a fait ça, on peut peupler ce fichier de paramètres. Après, il y a différentes façons de le faire. Alors, vous avez un assistant qui vous permet de vous connecter à une base de données. Donc, vous pouvez vous connecter à une base de données et aller en fait peupler votre fichier à partir de cette base. Ou alors, vous pouvez le faire simplement à partir d'un fichier plat ou d'un fichier même Excel. Hein. Donc, en fait, c'est du texte avec un séparateur de colonnes que vous pouvez choisir. Par défaut, c'est une virgule, mais si vous voulez générer du CSV, par exemple, avec un point-virgule, mettre du pipe, mettre un espace, une tabulation, c'est possible. Donc là, si je crée juste un deuxième utilisateur, alors, donc mon username, c'est pareil, je vais lui dire de prendre sur la base de ma colonne. Et après, je vais prendre une utilisation séquentielle. Donc à chaque itération, c'est-à-dire que mon script, lui, il va faire une réservation de billets. Mais je vais pouvoir, pour maintenir la charge sur mon système, lui demander de travailler de manière cyclique. Donc il va en faire une, quand il aura terminé, il va recommencer, il va en faire une seconde, etc. Donc je vais pouvoir variabiliser mon script et chaque cycle utilisera des données distinctes. Donc là, si moi, je veux dire mon script, là il va tourner 2 fois sur le fichier action, donc faire 2 réservations. Donc ça, je suis dans les options d'exécution. Je vais aussi lui demander dans les logs de m'afficher la valeur de mes paramètres, ce qui me permet aussi de vérifier qu'il va bien utiliser les paramètres tels que je lui ai demandé. Donc on est dans la phase conception d'un utilisateur virtuel. On a un certain nombre d'outils qui vont permettre de vérifier que ce qu'on fait correspond bien à l'objectif. Donc le replay s'est bien passé. Il nous fait une moyenne parce qu'il y a 2 itérations, donc 2 cycles. Et si je veux voir après les runtime data, donc sur la deuxième itération, j'ai bien utilisé le user2 password 2. Après, je peux voir moi le détail de mon exécution ici, et je peux faire une recherche. Hein, donc username. Je vais peut-être me mettre au début du fichier, ça sera plus propre. Donc la première fois, il a utilisé user01. Est-ce que vous voyez ou est-ce que vous voulez alors parce que vous voulez que j'augmente la taille de la police peut-être? Ouais, pour ceux qui sont au fond, c'est... Alors... C'est pas assez gros là encore. Encore plus? D'accord. Comme ça, c'est mieux? Ok. Alors, par contre, l'output, je suis pas sûr qu'on puisse l'agrandir au niveau de la police. Les logs, ça va rester dans cette taille-là. Mais... Donc, en fait, voilà, là, il est sur la deuxième itération. Et là, il utilise user2. Après, on peut le vérifier au niveau de l'application simplement. Hein. C'est-à-dire que si je me log avec le user02, password 02, normalement, je dois avoir une réservation de Paris à San Francisco. Ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut que je regarde pourquoi, mais normalement, on est sur Paris-San Francisco et pas sur Denver. Donc, ici, ce que je peux également faire à ce moment-là, dans ces cas-là, c'est justement aller dans mes snapshots.
et voir au moment de ma réservation comment ça s'est passé. Et ce qu'on va avoir en plus, on avait les snapshots ici d'enregistrement et de rejeu. Comme on a fait 2 itérations, on va pouvoir choisir l'itération sur laquelle on travaille. Donc la deuxième itération, celle qui correspond à mon user 02. Et il y a bien un vol Paris-San Francisco. Donc je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas, mais je suis censé le voir. Bon, on va pas perdre de temps pour l'instant avec ça. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est la capture, la variabilisation, quelques exemples. Maintenant, si je change, moi, des variables qui vont jouer sur mon application, c'est-à-dire, par exemple, la ville de départ ou la ville d'arrivée. Donc, on va rester sur Paris, mais on va changer ici la ville d'arrivée. D'accord ? Donc, je crée un nouveau paramètre. On va mettre destination, ça sera beaucoup plus simple. Destination. Donc, là, il m'a créé un paramètre destination. Ce que je peux également faire, c'est dire ici, sur la liste de mes destinations, elles sont là, donc je peux aller les chercher au niveau de mon application, mais je peux aussi les voir ici. Donc je dois avoir normalement ici la liste de mes destinations. Donc là, je suis sur la vue HTML. Alors, on va gagner du temps. Je ne vais pas vous faire perdre de temps avec ça. Je vais l'avoir quelque part ici. Hop. Voilà, donc là j'ai un fichier qui contient des destinations autres que Paris. Et donc dans mon script, toujours pareil, dans ma liste de paramètres, j'ai créé un paramètre qui a pris automatiquement la valeur San Francisco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui changer ici, et je vais lui mettre une liste de valeurs. Et ce qu'on va faire, parce que ce qu'on a vu pour l'instant, c'est l'utilisation des paramètres de manière assez basique, de manière séquentielle. On va faire varier la valeur à chaque fois qu'on va faire un cycle. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on va utiliser plutôt un mode random, ce qui va permettre de donner à l'utilisateur un fonctionnement plus proche de la réalité. Donc là, il va prendre une valeur aléatoirement dans mon fichier. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur un seul cycle. Je n'ai pas besoin d'en faire 2. Je vais rejouer mon script. Et là, on a effectivement on a une erreur, on a un problème. On a un problème et si on va voir les logs, donc on va voir l'output, on a un message qui peut, comme ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ne pas être très parlant. Donc le formulaire de requête n'a pas été trouvé. Enfin, le formulaire demandé, en tout cas recherché, n'a pas été trouvé. Ça, c'est dû au fait qu'on a un script qui a été généré sur un modèle HTML. Ça veut dire qu'il est compact et qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont masquées à l'utilisateur. Donc des informations, par exemple, qui pourraient être des valeurs dynamiques qu'on aurait si on était au niveau HTTP pur. Mais il se trouve que comme on a variabilisé la ville de départ, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on a utilisé là. C'est Seattle. C'est pas San Francisco. Ça veut dire que si j'avais utilisé San Francisco, le script serait passé sans problème. Parce qu'il dépend de San Francisco dans la façon dont il est construit actuellement. Le fait que maintenant j'ai Seattle, il y a un décalage qui se fait et il n'arrive pas à récupérer les informations nécessaires pour le dérouler dans de bonnes conditions. Donc, à ce moment-là, je vais être sur une problématique qu'on appelle de corrélation. C'est-à-dire que j'ai des valeurs dynamiques dans mon script, des valeurs dépendantes, et quand je vais le changer, quand je vais le variabiliser, il va falloir que je le rende autonome. Donc on a un outil qui s'appelle le Design Studio, qui va être capable de dire, voilà, moi j'ai détecté des choses pendant la capture qui sont a priori des valeurs dynamiques. Et je propose de
les gérer pour que le script ne soit plus dépendant de ces valeurs dynamiques. Donc on peut lui demander de faire la corrélation, donc il va rajouter dans le script les bonnes fonctions pour qu'ils deviennent indépendants du contexte d'exécution. On peut aussi créer des règles, c'est-à-dire que la prochaine fois que je vais enregistrer un script sur cette application, un autre processus métier, mais je vais repasser peut-être par cette étape-là, il connaîtra déjà le fait qu'il y a un problème de valeur dynamique à cet endroit-là, et à partir de la règle, il va être capable de l'adresser directement et de générer un script qui sera tout de suite, en gros, record replay. Donc là, on va se contenter de corréler, et corréler, alors après on va voir, mais j'aurais pu d'ailleurs vous montrer avant, comment ça se passe. Alors c'est pareil, ça va peut-être être un peu petit pour ceux qui sont au fond, là, parce que je ne peux pas augmenter la police sur ces parties-là. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a trouvé l'information ici dans une réponse de l'application. Et elle apparaît une ou plusieurs fois dans le script. Donc effectivement, lui, c'est comme ça qu'il dit, voilà, j'ai des informations qui semblent dynamiques, et elles sont dans le script, donc elles sont impactantes. Et il propose, lui, de créer une fonction à base d'une expression régulière pour récupérer cette information. Ça veut dire qu'il va faire quoi? C'est un système de bornes. Vous voyez en jaune, ici, il va définir une borne à gauche, une borne à droite, quand vous regardez la chaîne dynamique, et il va proposer, lui, de rajouter une fonction avec ces bornes, gauche-droite. Donc, le problème, c'est que ces bornes, elles sont proposées à partir d'un algorithme, et cet algorithme, il est faillible. Donc, vous pouvez, vous, intervenir sur l'expression régulière pour, par exemple, changer la borne. Alors, maintenant, concrètement, comment c'est décliné dans le script? Oui, je t'écoute. Oui. En fait, aujourd'hui, automatiquement, il choisit de l'expression régulière. Maintenant, l'approche historique, c'est vraiment des pures bornes, gauche-droite. Après, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut avoir, par exemple, une liste d'occurrences avec les mêmes bornes. On peut vouloir récupérer la liste complète et après prendre une valeur au hasard dans la liste. Ça, on peut le faire aussi à partir de ces fonctions de corrélation. Là, ce qu'il va faire, le moteur de corrélation, le Design Studio, c'est qu'il vous, en fait, il vous donne des pistes. Et il va vous dire également si c'est des corrélations qu'il a détectées pendant l'enregistrement, dès la phase d'enregistrement ou pendant l'exécution. Donc celle-là, en fait, il l'avait déjà vue. C'est juste que moi, je ne suis pas allé voir et que j'ai désactivé la corrélation automatique, c'est-à-dire que normalement, par défaut, dès que je génère mon script, il me propose des corrélations. Oui. Alors, comment ça fonctionne? En fait, dans les options d'enregistrement, on va retrouver des règles de corrélation qui sont là, donc corrélation rules. Il y en a un certain nombre qui sont prédéfinis. Alors, quand je disais qu'on supporte des softs très anciens comme des softs récents, vous retrouvez des choses qui sont aujourd'hui plus forcément utilisées comme Broadvision ou Blue Martini, et ça perdure malgré tout, ils les ont gardées. Mais ici, vous avez toutes les règles qui sont là par défaut. Donc après, sur des choses plus récentes comme Flex, Citrix, Oracle Application, etc. Et vous pouvez vous rajouter vos propres applications. Par exemple, je pourrais rajouter ici WebTours. Et pour chaque application, vous pouvez définir des règles. Et pareil, vous allez retrouver donc, comment on cherche le paramètre. Donc en gros, est-ce que c'est dans les entêtes HTTP, est-ce que c'est dans le core HTML, est-ce qu'on utilise une expression régulière ou pas. Donc par exemple, on peut utiliser des bornes. Donc, on peut utiliser du XPath. Donc voilà. Alors, l'export, ça permet effectivement de le partager avec quelqu'un qui est sur un autre poste de travail. Ouais, non, non. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel de travail. Donc ça veut dire que quand tu travailles sur ton poste, si tu ne partages pas avec tes collègues, il n'y a pas de capitalisation. Enfin, il y a une capitalisation, mais à l'échelle unitaire. Donc là, je vais la désactiver celle-là, mais en fait, quand on va utiliser le Design Studio et qu'on va dire add as a rule, c'est exactement ce qu'il va faire. Ok? Donc là, maintenant, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a rajouté une fonction. Et cette fonction, il la place automatiquement au bon endroit. Et cette fonction, elle va récupérer la valeur dynamique, la stocker, et après la réutiliser. Donc il ne m'a pas seulement généré une fonction. On avait ici la valeur. Alors, vous vous en souvenez pas forcément, mais on a la trace ici. Dans le Design Studio, justement, si je regarde le détail, j'avais ma valeur qui apparaissait ici, donc dans ce formulaire HTML.
ce web submit form. Donc il me l'a remplacé par un paramètre. Ça veut dire que si je rejoue mon script, théoriquement, si c'est suffisant, je ne devrais plus avoir l'erreur d'exécution que j'avais tout à l'heure. Donc là, j'ai plus d'erreur. Et donc, si je regarde, on va quand même vérifier ce qu'on a utilisé comme données. Donc moi, j'ai fait un Paris-Sydney cette fois. Donc normalement, alors je crois que j'ai laissé une session ouverte sur le user 1. Normalement, je devrais avoir ici, alors ça doit être le user 2, si je dis pas de bêtises, donc le user 01. Alors j'avais un Paris-San Francisco, et là j'ai un Paris-Sydney. Et comme je sélectionne ma valeur aléatoirement, là je peux, pendant plusieurs itérations. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? La capture, la variabilisation, les aides au debugging avec donc les runtime data qu'on voit là, l'output, donc les logs, le report générique, synthétique, les snapshots. Pour chaque étape, vous pouvez sélectionner, donc, si je me remets dans cette vue-là, l'affichage pour l'enregistrement et pour le rejeu. On a un script qui est censé être opérationnel là. On mesure les temps de réponse aussi, on l'a vu pendant la capture, on a mis des transactions. C'est ce qu'on voit dans le summary d'ailleurs ici. Okay, donc ça veut dire que là, ce script, théoriquement, on peut le prendre et on peut monter en charge avec. Alors, je reviens juste rapidement. Il y a une autre option. On est sur une approche protocolaire, on l'a vu, plutôt historique. Ça donne de la scalabilité, c'est-à-dire que sur une machine avec, on va dire, CPU dernière génération, on peut monter à 500 users par cœur. Sans parler après de la partie simulation du cache navigateur. Il y a là une autre problématique, parce que le cache navigateur il fonctionne sur disque. Avec des utilisateurs virtuels, on ne peut pas fonctionner sur disque. Sinon, on a 500 users qui vont accéder au disque simultanément. On va créer des problèmes de contention I/O sur les injecteurs et on va dégrader les mesures. Donc, on va travailler en mémoire. Donc, ça peut impacter la mémoire de l'injecteur. Mais on a de la scalabilité, c'est ce qui est important à retenir. C'est l'approche historique. On a une approche plus innovante qui, elle, est plutôt basée sur le DOM, le Document Object Model. Et on va avoir donc un plugin dans le navigateur. On va enregistrer au niveau des objets. On a un script qui est facile à développer, facile à maintenir, qui peut être fait même par quelqu'un qui n'a pas de compétences de développement ou qui ne connaît pas forcément les couches de communication au niveau de l'application. Les contraintes fortes, c'est que les avantages, je viens de les évoquer, les contraintes fortes, c'est la scalabilité. On remonte au niveau du DOM, donc ça veut dire qu'on va interpréter le JavaScript. En fait, on a le moteur du navigateur qui est simulé, donc une scalabilité bien moindre. Donc ça, on peut le faire dans les phases plutôt, justement, plus en amont dans le cycle de vie, pour avoir de la rapidité en termes de conception et de maintenance des scripts. Et dès qu'on veut monter en charge, on a un utilitaire qui transforme le script, donc plutôt graphique, en script protocolaire. Et donc après, par contre, vous retombez sur les problématiques de corrélation, de variabilisation. Enfin non, il récupère les variables, c'est pareil, ça c'est variabilisable de la même façon. Je n'aurai pas forcément le temps de vous le montrer là. Si on a le temps, enfin, je vous montrerai dans StormRunner qui utilise aussi cette techno-là et qui permet justement dans le cloud de lever ces problématiques de scalabilité qu'on peut avoir sur des environnements internes où il faut, pour du true client par exemple, on va peut-être être limité à 50 V-users par cœur, ou même peut-être 25 par cœur. Ça va dépendre de l'application puisqu'on interprète le JavaScript. Donc on a vu la partie scripting, conception des utilisateurs virtuels. Maintenant, comment on utilise ces scripts pour concevoir un modèle de charge et donc l'exécuter. Alors, je rebascule sur la partie démo. Et cette fois, je vais lancer le deuxième module qui s'appelle le contrôleur. S'il veut bien démarrer. Voilà. Donc, on est sur un deuxième module. Vugen, vous l'avez compris, c'est du client lourd. Contrôleur, c'est du client lourd. Si vous vous posez la question, c'est Windows uniquement. Je sais que j'ai eu des questions sur macOS, Linux, etc. Aujourd'hui, c'est du Windows. Donc, ici, moi, je vais créer un nouveau scénario. Je crée un nouveau scénario, j'ai plusieurs options. Un scénario manuel, c'est ce qu'on va faire, comme ça on voit le détail. On peut aussi s'appuyer sur des scénarios plutôt qui vont être orientés objectifs, atteindre un objectif de, par exemple, de hits par seconde.
donc de débit. Un certain nombre de... un objectif de temps de réponse, avec par exemple un temps de réponse maximum en 90 percentiles à ne pas dépasser. Alors, pour l'instant, je vais juste démarrer le scénario sans mettre de script. Comment ça se présente? Alors, le contrôleur, en fait, il assume deux rôles. La partie modélisation, donc conception des scénarios, à partir du moment où on a les scripts, et la partie exécution suivie. Donc là, on est dans le design. Alors c'est pareil, je vais avoir du mal là par contre à augmenter la police. Donc pour ceux qui sont au fond, ça risque d'être un peu petit. Donc ici, je suis dans la partie design. Ici, je suis dans la partie run. On y reviendra juste après. Dans le design, on va couvrir à la fois la conception des modèles de charge, mais aussi la préparation du monitoring. Comment on configure les moniteurs pour collecter l'information pendant le test. Donc, première chose, je vais rajouter un groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que mon script, là, que je viens de finaliser, qui se trouve sur mon bureau, il est là. Donc, par exemple, je pourrais dire, je vais monter à 50. Je vais avoir besoin aussi de définir un injecteur. Quelle est la machine qui va héberger mes utilisateurs? Donc là, j'ai une seule VM, j'ai tout, hein, l'application, le contrôleur, l'injecteur. Donc, j'ai créé un groupe d'utilisateurs qui exécute ce script qu'on vient de finaliser. Ce script, je n'ai pas insisté dessus, mais il a des options d'exécution. Je suis passé assez rapidement sur le fait de pouvoir définir un certain nombre de cycles, des itérations, le fait de pouvoir changer les logs. Vous avez aussi des choses qui sont liées, par exemple, au sync time, donc ce qui va permettre de mettre des temps de pause dans votre script. Hein, si vous voulez faire un test de stress sans temps de pause, vous allez mettre l'application peut-être dans des conditions qui n'arriveront pas dans la réalité. Maintenant, si c'est l'objectif du test, vous pouvez éliminer tous les temps de pause. En général, on les met. Donc là, d'ailleurs, je n'ai pas insisté dessus, mais on a des temps de pause qui étaient générés automatiquement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut configurer au niveau du Vue.gen, du Virtual User Generator. C'est-à-dire qu'il me les met automatiquement entre chaque transaction. Ce qui fait que mes transactions, c'est vraiment une mesure pure temps de réponse applicatif. Je n'ai pas de temps de pause dedans. Donc cette fonction SyncTime de 3 secondes, elle a été mise entre chacune de mes transactions. Ce que je peux rajouter d'ailleurs dans mon script aussi, c'est ce qui est une bonne pratique, c'est d'ajouter en fait ici une transaction englobante qui me permet après d'avoir une visibilité sur le débit au niveau de mon processus métier. Combien j'ai effectué de processus métier sur la durée de mon test. Parce que ça peut être un outil de mesure intéressant aussi. Donc je vais lui donner un nom WebTours. J'ai démarré ma transaction. Donc l'idée c'est qu'il faut que je la ferme à un moment donné. Hop, pardon. Donc je rajoute un end transaction. Je n'étais pas positionné à la fin. Je vais le mettre à la fin. Ici. Et c'est un nom logique, donc sensible à la casse. Je vais l'appeler pareil. Et là, j'ai un script qui va mesurer en plus le temps de réponse global, incluant les temps de pause. D'accord? Donc, oui, alors en fait, le sync time, là, il est fixé à 3. On peut le variabiliser, comme on l'a vu tout à l'heure avec le username, le passeport, si on veut. On peut le variabiliser comme ça. Mais le plus simple, c'est de le variabiliser au niveau, pas du script, mais des options d'exécution du script. C'est-à-dire que tous les sync time de ce script vont subir le même régime. Par contre, alors, il y a des choses qui sont statiques, on multiplie par une valeur, d'accord? Mais on peut utiliser du random aussi. Donc on peut lui donner quand même un comportement aléatoire. Ok? On peut le limiter aussi. Enfin bon, on peut faire beaucoup de choses au niveau des options d'exécution sans avoir à retoucher au script. Comme la logique d'exécution, tout à l'heure j'ai parlé de la possibilité de définir des actions. Ici, moi je peux rajouter des actions supplémentaires. Donc je peux dire, voilà, moi je vais faire 2 fois action. Le script ne change pas. C'est la logique, donc il y a une décorrélation entre le script d'un point de vue physique et la logique qu'on applique sur l'exécution du script. Ok, donc ce que je vais faire simplement, je vais rajouter, je vais dire d'envoyer des logs uniquement en cas d'erreur, ce qui fait que je ne garde les logs, mais je garde des logs étendus. Donc j'active des logs étendus avec beaucoup de traces uniquement quand une erreur se produit, ce qui me permet de ne pas cracher trop de logs et d'avoir quand même de la visibilité pendant mon test quand j'ai un problème. Ok, donc ça, par défaut,
il va travailler en mémoire, pareil, pour pas créer de concurrence d'accès sur le disque. Donc par défaut, il collecte 1 kilooctet. Donc 1 kilooctet, 1024 caractères, on va pas voir grand chose avec des logs étendus, donc on peut aller jusqu'à 100. Après, c'est pour limiter justement l'empreinte mémoire, pour pouvoir éviter qu'on ait des utilisateurs qui saturent l'injecteur au niveau mémoire. Ok, donc ça, je vais laisser tout ça. J'ai pas de proxy, je l'avais déjà enlevé tout à l'heure. Pour information, j'ai mis moi des points de vérification tout à l'heure, j'en ai mis 2. On peut faire autrement, on peut rajouter ce qu'on appelle des content checks, c'est-à-dire qu'on va vérifier systématiquement quelque chose. Donc on est plutôt dans la prochaine verse. On va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Alors que là, avec les text checks, on vérifiait qu'on avait bien la valeur recherchée. D'ailleurs, au passage, donc ça je ne vais pas l'activer, on n'en a pas, mais au passage, c'est passé inaperçu, mais on avait un content check qui consistait à vérifier qu'on avait bien ici welcome user 01. Comme j'ai variabilisé mon script, il m'a automatiquement remplacé 01 par le username, donc la variable. Donc ça c'est pareil, il l'a variabilisé. Alors maintenant ce qui va me manquer peut-être, c'est pareil, c'est quelques users, parce que j'en ai 50 des users en tout. Donc j'ai un fichier ici qui va me permettre d'alimenter mon script avec ces 50 users. Je ne vais pas vous faire attendre, j'ai pas envie de les saisir à la main non plus, je suis un petit peu fainéant. Donc dans mes paramètres ici, sur la partie username, ce que je vais faire aussi c'est que voilà, j'étends la liste de mes utilisateurs jusqu'à 50. Et puis cerise sur le gâteau, ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir aussi me donner de la visibilité en rajoutant, on a des fonctions utilitaires, alors encore une fois on n'a pas le temps de tout montrer, mais on a des fonctions utilitaires qu'on peut rajouter soit en ligne de commande comme je le fais, soit en passant par le design ajout de step comme je l'ai fait sur la transaction précédemment. Et là, ce que je vais lui demander, c'est de m'évaluer une chaîne de caractères basée sur un certain nombre de choses qui sont des valeurs statiques et des paramètres. Donc par exemple, je voudrais qu'il m'affiche le numéro d'itération. Il faut que je crée un paramètre d'ailleurs, on va voir que c'est très facile à faire. Je voudrais qu'il m'affiche le user justement, quel est le user que j'utilise. Donc mes paramètres, c'est pareil, je suis passé rapidement dessus, mais on les représente par des délimiteurs qui sont des accolades par défaut. Et je voudrais aussi qu'il me donne la ville, la destination que j'ai choisie. Donc en fait, ici, qu'est-ce que je fais? Donc je vais afficher un message de statut de l'utilisateur et dans ce message, je vais écrire une chaîne de caractères qui est basée sur des variables. Donc j'ai username, j'ai destination. Il me manque une variable qui est itération et je ne vais pas m'embêter. Il y a plein de paramètres par défaut. Il y en a un qui s'appelle justement iteration number. Donc je crée un paramètre de type iteration number et automatiquement j'aurai le numéro d'itération qui correspond. Après j'en ai d'autres, datetime, le vUser, l'ID du vUser dans le groupe d'utilisateurs dans le scénario, etc. J'en ai un certain nombre, on ne va pas tous les détailler. Alors je vais juste faire un petit test rapide. Vous voyez qu'il m'a encadré les paramètres, donc normalement il les a reconnus. Si je fais du step by step, alors j'ai pas mis mon point d'arrêt, donc je ne vais pas faire du step by step, mais je vais l'arrêter rapidement. Je l'ai mis en pause, donc normalement je devrais avoir maintenant au début, voilà, j'ai un message de statut ici. Alors pareil, je suis désolé, c'est petit pour ceux qui sont au fond, mais et puis je ne peux pas l'afficher en haut. Mais ici, il m'a affiché itération 1, user 01, destination Sydney. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que ça va me permettre de récupérer ces informations dans mon scénario. Donc là, mon scénario, qu'est-ce qui me manque? J'ai un groupe, je peux me limiter à ça dans un premier temps. J'ai un injecteur. Peut-être qu'il faut que je définisse un modèle de charge. Alors, c'est pareil, là, j'ai un modèle de charge par défaut. Comment ça se passe? Je peux définir d'initialiser tous mes utilisateurs avant de démarrer le test. Donc en fait, en gros, c'est exécuter le vUser init avant de commencer la montée en charge. Et puis après, je vais avoir la montée en charge à proprement parler. Donc allez, on va monter rapidement, on va dire, un utilisateur toutes les 5 secondes. On va rester au plateau, je l'arrêterai, on ne va pas le faire durer une demi-heure. Et puis, je vais tout arrêter en même temps. L'arrêt donc ne m'intéresse pas particulièrement. Donc j'ai ici la possibilité de travailler soit en mode graphique, soit en passant par cet assistant de définition de mon scénario. Alors, je vais quand même vérifier ici
mon script, je vais le rafraîchir puisque je l'ai modifié. Ok. Et ici, ok. Donc là, en fait, j'ai un scénario que je vais sauvegarder d'ailleurs. WebTours 50 VUser, perfugé. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer dans la partie runtime, parce que c'est là que je vais pouvoir définir des moniteurs. Alors, on va prendre un exemple simple. On est sur une machine Windows. Moi, ce que je veux, c'est monitorer au moins les ressources CPU, mémoire. Donc, ici, je vais pouvoir afficher un certain nombre de graphes jusqu'à 16. Pour afficher un graphe, il est déjà affiché, mais pour afficher un graphe, en fait, il suffit de faire un drag and drop. Clic droit, et j'ajoute une mesure. Et là, je vais lui dire, OK, moi, la machine, encore une fois, il faut se projeter, se dire qu'on est sur un serveur distant. C'est une machine qui est localhost, et ici, c'est un moniteur de type Windows. Il me propose, il a un modèle, en fait, de métriques déjà. Donc, je peux toutes les prendre si je veux, ou je peux les sélectionner. Donc là, en fait, ça, c'est ce que vous aurez si vous utilisez la version en fait gratuite, Community Edition. Vous avez accès à ces moniteurs. Ça veut dire quoi? Windows et Unix Linux basé sur le démon RStatD, Remote Statistic Daemon. Après, tout ce qui est poussé dans le Perfmon Windows, je ne sais pas si ça vous parle, vous y aurez accès aussi. Mais par contre, tous les autres moniteurs, qui sont par exemple les dernières versions de WebLogic, de WebSphere, de je sais pas d'Apache, vous n'y aurez pas accès. Mais vous avez au moins accès à ces moniteurs bas niveau, voire un peu plus haut si vous êtes sous Windows avec des moniteurs qui sont poussés dans le Perfmon. Donc moi, je vais les rajouter ici. Non, pardon. OK. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer ici, dans le scénario, des indicateurs. Il va commencer, lui, à afficher en fait en temps réel ses valeurs. Pour l'instant, il ne collecte pas, c'est juste de l'affichage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de me sauvegarder mes résultats. Donc, il commence à afficher en bas. Pareil, dans mon... où est-ce qu'il est? Il est là, WebTours. Je vais lui dire d'aller dans les résultats et de me sauvegarder ça. WebTours 50 VUser. Perf UG. OK? Donc là, j'ai du monitoring. J'ai un scénario à 50 VUser avec une montée en charge. Je vais pouvoir démarrer mon test. Et ce qu'il va faire donc, c'est qu'il va me présenter le cycle de vie des utilisateurs. Il va me présenter les différents indicateurs qui sont collectés. Donc ça, c'est une vue en temps réel. Effectivement, si on se projette avec une architecture distribuée, là on a tout sur la même machine, encore une fois. Vue en temps réel, ça veut dire qu'on agrège les données, on les collecte, on les agrège, on les remonte jusqu'à ce cockpit de pilotage qui est le contrôleur. Donc vous avez un delta évidemment. Alors, qui sature qui? Juste pour être sûr d'avoir bien compris. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que la collecte peut saturer les injecteurs elle-même? Non, en fait, non, non, c'est effectivement un ralentissement sur le contrôleur va pas impacter les load generators. Par contre, un ralentissement sur les load generators va impacter les mesures. Donc, non, mais les load generators, après, typiquement là, moi, j'ai tout sur la même machine. Mais ce que je devrais monitorer, c'est mon architecture applicative. Et je dirais même plutôt l'inverse. Mes injecteurs et mon architecture applicative. Il faut toujours que je sois garant de ce que moi, je vais proposer en termes de solutions de validation des performances. Donc, c'est une pratique recommandée. Dans le runner, on a ici, voilà, on voit des erreurs par exemple. Alors, s'il veut bien me l'afficher. Alors, comme quoi, j'ai pas fait correctement mon travail de validation de mon script. Hein. C'est que j'ai encore des cas où ça fonctionne pas bien.
Mais typiquement, on va retrouver aussi, par exemple, là, des dépassements de consommation de temps processeur sur les injecteurs. Si on dépasse, par défaut, si on dépasse 80% sur un injecteur, on va avoir un message qui va apparaître là dans la console. Donc ça permet aussi d'avoir un suivi. On peut suivre les injecteurs aussi. Ici, il y a un petit code. Alors, il faut le voir, hein, c'est pareil, c'est un peu petit pour vous, mais il est au vert là. Il est au vert, s'il passe au jaune ou au rouge, c'est qu'il y a un problème de... Là, en fait, c'est automatique, c'est-à-dire que moi, j'ai rien à configurer en termes de collecte. Lui, il donne un statut basé sur la consommation CPU, mémoire et les IO disques. Voilà. Après, c'est des SLA qui sont internes, c'est-à-dire on dit que si on dépasse 80% de CPU, on va avoir une alerte, si on dépasse tant de pourcentage de mémoire. Après, vous pouvez quand même collecter des indicateurs et puis définir vos propres SLA, quoi. Alors d'ailleurs, les SLA, j'aurais pu en définir ici, parce que moi j'ai créé un scénario où je vais mesurer les performances de mon application. Je peux, au niveau de mon contrôleur, je suis passé dessus, mais définir un SLA, cette fois sur l'application. Dire que pour les transactions que je simule, je veux avoir un temps de réponse qui soit compris entre temps et temps. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit l'augmentation des temps de réponse. Bon, c'est un peu normal, hein. La charge augmente, tout est sur la machine. Alors, en général, c'est une application qui tient très bien. Elle va continuer à fonctionner. On va avoir les performances qui se dégradent, mais elle va continuer à fonctionner. Donc, vous avez tous ces indicateurs qui remontent. Vous pouvez, pendant l'exécution du test, par exemple, changer l'affichage en configurant, par exemple, là, moi, je suis sur l'intégralité du scénario. Je peux l'appliquer à tous mes graphes. Donc, par exemple, sur les ressources Windows, je vais avoir un comportement différent. Je vais pouvoir filtrer aussi. Par exemple, moi je veux afficher que la consommation de temps processeur. Et puis vous pouvez aussi faire un freeze. Donc, analyser un problème, éviter que le graphe se mette à jour. Et puis vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un overlay. Donc par exemple, je veux superposer les running vUser et les ressources système. Donc là, je vais voir mes utilisateurs virtuels et ma consommation de temps processeur. Donc ça permet aussi d'avoir en parallèle et de faire de l'analyse et commencer à réfléchir au lien entre les différentes métriques. Bon, on va pas le faire tourner pendant une demi-heure. Ce que je vous propose, c'est de regarder après ce que ça donne en termes de résultats avec un test que j'ai fait tourner un peu plus tôt dans la journée. On va basculer donc on est passé... J'ai laissé tomber un peu les slides pour avancer parce que je sais que l'heure tourne. Timekeeper, faut me dire aussi. Je sais qu'on a commencé en retard, mais du coup, j'ai pas vu à quelle heure exactement on avait démarré. Donc, on a vu toutes ces parties-là. On va arriver dans la partie analyse. Donc, la partie analyse, c'est comment exploiter les résultats offline. Donc, la partie analyse, moi j'ai un test qui a tourné un peu plus tôt dans la journée. En fait, c'est un format propriétaire qui va être généré. Après, vous pouvez très bien l'exploiter avec des outils, par exemple, c'est un format, c'est un fichier MDB qui va être généré, donc base de données Access. Après, vous pouvez attaquer la base de données Access avec n'importe quel type d'outil à partir du moment où vous avez un driver. Maintenant, l'analysis fait très bien son job. Ça c'est les résultats, et ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir avec l'analysis justement. Donc troisième module. Alors vous pouvez aussi importer des résultats venant d'autres outils dans l'analysis en respectant un format. Donc il faut effectivement des points de mesure, c'est-à-dire un timestamp, un libellé, une valeur sur une période donnée, et vous pouvez importer des données venant d'autres outils. Et lui, il va effectivement vous générer une session d'analyse, donc qui est une vue des résultats bruts, avec déjà un rapport de type synthèse. Donc vous allez retrouver le nom d'utilisateur, un certain nombre. Alors, il présente les résultats dans un premier temps sur un échantillonnage. Une fois qu'il a fini l'analyse complète, il met à jour en fait sa session. Donc là, on a tous les résultats maintenant. Et vous allez retrouver donc des statistiques plutôt, voilà, les 5 plus mauvaises transactions. Donc ça, j'avais mis en place un SLA typiquement sur les transactions. Donc on va voir ici le statut du SLA. Alors pareil pour ceux qui sont au fond, là c'est vraiment petit.
Donc là, il y a des violations de SLA. Là, il y a des SLA qui ont été respectés. Et puis, j'avais pas défini de SLA sur la transaction globale. Ça n'a pas d'intérêt particulier, hein, puisqu'elle englobe les sync time notamment. Donc après, j'ai une violation de SLA. Je vais pouvoir aller voir concrètement, en termes d'évolution, comment ça s'est passé. Donc ici, je vois, moi, les temps de réponse moyens. Ces temps de réponse moyens, je peux aussi choisir de les fusionner avec les running vUser, par exemple, sous forme d'un overlay. Et je vais retrouver ici mes utilisateurs et mon temps de réponse moyen. Donc je vois effectivement qu'il y a une relation directe entre ma charge et ma performance. Maintenant, ça n'explique pas concrètement pourquoi. Donc après, en termes d'indicateurs de performance, on va pouvoir aller collecter des informations plus précises sur, par exemple, les working process Apache, sur les threads au niveau J2E, enfin, sur tout ce qui peut expliquer derrière qu'il y ait de la contention. Maintenant, ça demande de travailler avec des experts. C'est-à-dire que l'outil ne fait pas tout, évidemment. La sélection des indicateurs pertinents à collecter pour avoir derrière une analyse plus simple, plus rapide, pouvoir faire des corrélations plus facilement, ça va passer aussi par un travail de préparation. Donc vous avez après la possibilité de rajouter des graphes en fonction des différentes informations qui ont été collectées sur les transactions. Par exemple, le percentile. Le percentile n'est pas forcément généré par défaut. Ça donne effectivement ici l'évolution du temps de réponse, donc en pourcentage de transactions. Ça permet de voir effectivement, voilà, si notre objectif était concrètement, déjà là on voit qu'on a une forte dégradation, mais de 5 secondes, de 5 secondes, pardon, on est là, on a un peu moins de 10% des transactions qui sont dans le SLA. Donc ça vous permet aussi de faire une analyse plus fine. Sachant que dans le summary report, vous avez aussi le 90 percentile qui est représenté ici. Au niveau du temps, là on a des millisecondes. Hein. Après ça dépend, ça c'est... Ouais, on descend à la milliseconde bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Heureusement. Le sync time, est-ce que c'est un intérêt de mettre des sync time en millisecondes? Sur la mesure du temps de réponse applicatif, oui, effectivement, si on n'est pas capable d'aller jusqu'à la milliseconde, ça peut poser un souci. Mais on voit effectivement ici qu'on a même des temps, avant de monter en charge, on est à 84 millisecondes. Hein. Ouais, on est en local, sur la VM. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail, alors, ça c'est un travail qui va potentiellement la première fois être un petit peu laborieux, c'est-à-dire mettre en place toutes les informations, la représentation des informations, parce qu'après vous avez plein de choses que vous pouvez faire sur la granularité, par exemple, changer la granularité pour avoir une meilleure visibilité. Vous pouvez, vous avez des options d'affichage. Alors c'est pour ça que je ne vais pas y passer des heures parce que c'est extrêmement riche. Vous pouvez changer l'affichage, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez faire plein de choses. L'idée étant quand même de travailler sur l'analyse des résultats, pas seulement sur l'aspect présentation. Mais vous avez aussi donc la possibilité d'appliquer des filtres sur, par exemple, moi, il n'y a que le plateau qui m'intéresse. Donc je voudrais appliquer un filtre pour ne prendre en compte que les données qui sont entre 12 minutes et 30 minutes. Ça, je vais pouvoir le faire, donc appliquer un filtre global. Donc par exemple sur le scénario elapsed time. Là. Voilà, je vais dire, moi, je prends donc 0, 12 jusqu'à 30 à peu près. Ok. Donc effectivement, là, sur les view users, ça a plus grand intérêt, mais sur les autres métriques, ça peut être intéressant de regarder juste la phase de plateau. Maintenant, ce qui peut être intéressant également, c'est, on l'a vu, le merge. Il y a une fonctionnalité qui est aussi intéressante, c'est l'autocorrélation. L'autocorrélation, c'est, on a en fait, donc là je ne suis pas sur le bon graphe, on va se mettre sur un temps de réponse parce que ça n'a pas d'intérêt ici. Voilà, par exemple, je voudrais celui-là. Donc, qu'est-ce que ça veut, à quoi ça sert? Je vais définir en fait moi ici une zone où j'ai un changement de comportement, une évolution dans mes indicateurs. Et je vais lui dire de me sortir des tendances, c'est-à-dire là ça ne va pas donner grand-chose parce que je n'ai pas collecté beaucoup d'indicateurs. En fait, il va me donner une tendance et surtout ce qu'il va me dire, c'est voilà, il va me dire voilà moi par rapport à l'indicateur le degré de corrélation. Alors c'est pareil, je ne vais pas filtrer.
Là, par exemple, je vais comparer des transactions avec des transactions. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Maintenant, c'est vrai qu'une mise à jour peut impacter le temps de réponse d'une consultation. Donc, il va me donner un degré de corrélation de 0 à 100%, on va dire. Donc, quelle est la cause la plus probable? Et ça va me donner des informations sur des métriques diverses et variées. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'analyse quoi? Une dégradation de temps de réponse. Il va me présenter, par exemple, la consommation de temps processeur ou, par exemple, la consommation disque. Bon, on voit là que le degré de corrélation est très faible, on est à 4. Ce n'est pas le pourcentage d'accès disque qui, a priori, impacte la performance. Donc là, ce n'est pas représentatif sur cet exemple-là parce qu'on n'a pas d'indicateur vraiment fin sur la partie système ou la partie middleware. Bon, voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder ça sous forme d'un modèle d'analyse. Vous aviez une question, non? Pardon. Sous forme d'un modèle d'analyse. Et ce modèle d'analyse, du coup, vous pouvez l'appliquer automatiquement ou manuellement à chaque fois que vous allez refaire un test sur cette application. Donc, vous capitalisez. Et puis après, vous pouvez générer un rapport qui va être soit au format HTML, donc là j'ai pris l'exemple rapport HTML, soit au format PDF, Excel, PowerPoint. Donc, par contre, c'est une vue statique cette fois. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai plus de lien hypertexte, mais je vais avoir tous les graphes que j'avais effectivement sélectionnés dans mon analyse. D'accord ? Voilà. Sur la partie analyse, je ne vais pas en dire plus. Il y a beaucoup de possibilités, on l'a vu. Donc on en arrive à la synthèse parce qu'on a fait le tour. On est allé justement de la capture, en passant par la modélisation, l'exécution, la collecte d'indicateurs, la mesure des temps de réponse et l'analyse des résultats. On ne va pas aller jusqu'à l'optimisation puisqu'après on reboucle, hein, on passe sur un mode itératif. J'en ai fini avec LoadRunner. J'espère que par rapport à ce qui était proposé, vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir. Après, évidemment, la séance de questions-réponses est aussi là pour ajuster le tir si nécessaire. Comme on n'est pas en avance, je pense qu'on va laisser de côté StormRunner Load. Hein. À la limite, vous aurez la possibilité d'aller l'essayer par vous-même. Vous verrez, c'est très simple. On peut même réutiliser le script qu'on a développé là avec LoadRunner, le mettre dans le cloud et exécuter un test avec provisionnement automatique des injecteurs dans le cloud. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Et c'est l'idée de la solution aussi, c'est la simplicité donc, par rapport à l'approche historique d'HP. Ça va? Vous avez tenu le coup? Je suis désolé. Hein. StormRunner Load. Alors aujourd'hui, en fait, c'est une offre. Alors, pour être totalement clair, depuis juin 2012, vous avez la Community Edition de LoadRunner. Donc c'est cette fameuse licence 50 users sur tous les protocoles, sans limitation de durée. StormRunner Load, c'est vraiment tout frais puisque c'est disponible depuis le 1er octobre. Aujourd'hui, j'ai pas revalidé récemment. On peut regarder rapidement hein, pour répondre à ta question, mais normalement c'était principalement États-Unis, Europe. Sauf qu'aujourd'hui, on s'appuie sur Amazon Web Services et sur HP Lyon, qui est l'offre de cloud public HP. Donc HP Lyon, c'est surtout aux US. Amazon Web Services, on a toute la couverture aux États-Unis, en Irlande pour l'Europe principalement, et normalement il y avait toute la partie Asie-Pacifique aussi qui devait être couverte. Donc après ça, c'est quelque chose qui va évoluer, c'est-à-dire l'idée c'est aussi de proposer d'autres fournisseurs de cloud public et d'avoir une meilleure couverture aussi au niveau géographique. Oui. Oui. C'est du texte. Tous les fichiers, en fait, alors je ne l'ai pas précisé, on va dire dans 95% des cas, c'est du C en fait qui est généré, hein, avec des librairies C. Donc, enfin voilà, c'est du texte. Okay. Après, il y a du Java éventuellement sur certaines technologies qui requièrent du Java. Donc ça passe. C'est tous les paramétrages auxquels je pensais, notamment les paramètres. C'est également du texte. Tout ça, c'est du texte. Alors, soit des fichiers. Après, encore une fois, c'est une solution qui existe depuis 20 ans, donc il y a
au départ, c'était plutôt des fichiers texte avec des systèmes de clés-valeurs. Et puis après, ça a été vers du XML. Donc, perturbe encore les deux, mais c'est du texte. C'est du texte, ça reste du texte. Et une autre question qu'on avait de la part d'Arnaud, c'est lorsque l'injecteur, donc vraiment le processus qui injecte, se trouve bloqué par l'application testée. C'est-à-dire typiquement une application qui se met à fortement ralentir. Oui. Un comportement qu'on voit souvent, c'est que le taux d'injection, le throughput, se met à chuter parce que l'injecteur n'ayant pas repris la main, il ne peut plus continuer à injecter. Tout à fait. Comment il se comporte l'injecteur de LoadRunner dans ces cas-là? Alors, si on est sur le type de scénario qu'on a fait là ensemble, c'est un scénario manuel, on a un objectif en V-user. Et l'idée, justement, c'est de voir comment, avec une certaine volumétrie d'utilisateurs concurrents, va se comporter l'application. Si avec 50 V-users, on a une diminution du débit parce que les performances se dégradent, c'est ce qu'on veut voir, justement. Alors après, on a une autre approche. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais l'arrêter. Un petit peu violemment, mais je l'arrête comme ça. Si on veut repartir sur... En fait, on peut effectivement avoir cette approche goal-oriented scénario que j'évoquais tout à l'heure. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des moyens au contrôleur, en lui disant voilà les scripts, voilà le minimum, le maximum d'utilisateurs virtuels que tu peux exécuter. Et par exemple, je veux que ton objectif, ça soit un débit de X transactions par seconde ou X requêtes HTTP par seconde. Et lui, il va faire évoluer en fait ce qui se passe sur les injecteurs pour essayer d'atteindre ce débit, enfin d'atteindre cet objectif. Donc ça, c'est une réponse à ce type de problématique-là. D'accord. C'est une approche différente en termes de modélisation au niveau du scénario de test, par contre. Il peut... Alors, on va lui donner... Alors, on a un exemple. Alors, encore une fois, c'est un peu petit. Mais ici, voilà, on a un objectif qui est plutôt, par défaut, qui est de 100 hits par seconde sur l'application. Donc, on va lui dire, le minimum d'utilisateurs virtuels, c'est 50. Tu peux monter jusqu'à 150. Et tu as un certain temps pour atteindre ton objectif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a, dans une certaine mesure, une certaine liberté pour atteindre l'objectif avec jusqu'à 150 utilisateurs concurrents. Il peut même lui avoir la possibilité de toucher aux options d'exécution dynamiquement. En général, moi je déconseille de procéder comme ça parce que quand on commence à multiplier les paramètres, après en termes d'analyse ça devient très compliqué. Donc en fait, c'est lui qui décide, mais c'est vous qui lui donnez les bornes. Par contre, cette approche, elle peut être, il faut vraiment, dans la définition de l'approche orientée objectif, faut prendre des précautions. Parce que ça peut, si on démarre trop d'utilisateurs d'un coup sur l'autre générateur, ça peut l'amener à la saturation de CPU, ça peut aussi faire tomber l'application, tout simplement. Donc en fait là, on dit 50, 150 sont le min-max, mais après on peut lui dire aussi, tu peux pas monter plus vite que, je sais pas moi, 10 utilisateurs toutes les 30 secondes. Donc on peut lui donner des restrictions supplémentaires pour éviter justement d'avoir quelque chose qui s'affole, un effet boule de neige et avoir un résultat qui est complètement à l'opposé de ce qu'on recherche. Et donc là, la présentation était complètement orientée injection d'utilisateurs. LoadRunner ne fait que ça ou on fait aussi l'injection de données? Alors, qu'est-ce que vous appelez injection de données? Typiquement, une application qui va consommer des fichiers. Et ah d'accord, plutôt batch. Ouais. Non, en fait, LoadRunner, c'est vrai que c'est un outil qui est, on ne l'a pas précisé au départ, mais qui est vraiment orienté transactionnel. Donc TP. Sur l'aspect batch, après on peut faire plein de choses parce que c'est un outil ouvert. Maintenant, c'est pas un outil spécialisé pour faire de l'injection de fichiers. Donc après, il y a des clients qui le font parce qu'ils vont tordre l'outil pour entrer dans des besoins qui ne sont pas forcément les besoins classiques auxquels on répond. Mais c'est pas l'objectif premier. Ouais. Après, on peut faire du test API par contre. C'est-à-dire que là, on est sur une notion de processus métier. Mais on a des clients qui l'utilisent pour faire des tests API, que ce soit sur des API web, que ce soit du SOAP, du REST, ou même d'autres API, des API de programmation. On supporte les EJB, on supporte l'injection Java, enfin on peut faire plein de choses. Ouais, j'ai une petite question sur le through client. Donc là, vous pilotez un navigateur ou vous simulez un navigateur? Alors, on pilote le moteur de 2 navigateurs pour être précis. Aujourd'hui, on supporte uniquement Firefox et IE
9, 10, 11. Et la puissance, enfin le nombre max sur le cloud, c'est combien à peu près? Alors, Enfin, sur votre le cloud, entre clients, c'est difficile à dire parce qu'encore une fois, ça dépend de l'application. Sur Stormrunner, ils sont montés à 1 500 000 utilisateurs concurrents, mais je pense pas que c'était avec du True Client. Aujourd'hui, moi j'ai fait des tests à petite volumétrie pour des questions de licence sur Stormrunner, mais l'intérêt c'est que lui il provisionne automatiquement les ressources et il y a de l'élasticité parce que si vous arrivez à saturation de votre injecteur, il va augmenter, il va faire du cloud bursting automatiquement, de manière transparente pour vous. Donc c'est difficile, un, de répondre parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, et deux, parce que ça dépend vraiment de l'application. C'est-à-dire qu'on a des scripts True Client qui vont être extrêmement consommateurs, par exemple sur des applications où il y a beaucoup de JavaScript, et qui vont être très peu consommatrices sur des applications où effectivement on est plus sur du legacy, on a beaucoup moins de dynamique côté poste de travail, quoi. Donc, d'un point de vue cloud, vous n'avez pas un nombre max de machines ou c'est vraiment élastique Non, c'est justement le principe, c'est que c'est élastique. Alors après, j'imagine que derrière, contractuellement avec Amazon, avec même nos collègues d'HP et Lyon, il doit y avoir des limites, mais honnêtement, je ne les connais pas. Si ça vous intéresse d'avoir la réponse, je peux poser la question, mais je ne pourrais pas vous la donner aujourd'hui. Là, on a vu de l'enregistrement avec du HTTP simple. Oui. Si on est sur des technos un peu plus binaires, je pense à des OJB ou du RMI sur HTTP, est-ce que l'enregistrement fonctionne et Alors, si oui, comment? C'est une bonne question. Sur les OJB, non, il n'y a pas d'enregistrement. Il faut écrire les scripts. Il y en a eu par le passé, mais aujourd'hui, c'est plus maintenu. Sur la partie RMI, après il y a différentes approches. Il y a des approches plutôt legacy. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est Java over HTTP. On peut retrouver du RMI au sens, pas forcément de RMI pur. C'est un abus de langage. C'est qu'on va transporter des objets sérialisés. Sérialisation Java sur HTTP. Exactement. C'est ça. Donc ça, en fait, ça marche en capture. Maintenant, effectivement, l'application web aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous faites du Citrix, c'est une approche complètement différente. Si vous faites du Java over HTTP, c'est une approche complètement différente. Donc vous allez retrouver des outils communs, vous allez retrouver des fonctionnalités communes. Après, il y a des spécificités à chaque technologie. En fait, que la partie injection, on retrouve la même chose, je m'en doute. C'est sur la partie. Est-ce qu'on sait capturer et il y a des outils pour aider à variabiliser, Oui. même si c'est binaire, ou est-ce qu'on part avec un script qui va appeler de l'API Java ou ce genre de choses? Non, en fait, sur Java over HTTP, ça dépend. Ça dépend ça dépend de à quel niveau. En fait, c'est de la capture qu'on peut assimiler en fonction de la techno à du hooking. Donc ça dépend du niveau de hooking. Soit on est sur des couches plutôt communication et on a vraiment des objets sérialisés sur HTTP, donc on va retrouver des web URL, des web submit forms, là les fonctions qui vont perdre, enfin web URL en général parce que web submit form, avec l'objet sérialisé qui va être sous forme de XML. Donc après vous allez retrouver les aides à la corrélation, je dirais de manière assez classique. XML, il ne fait pas de souci, c'est s'il est sérialisé en sérialisation Java binaire. Non, mais en fait, ce que fait le Virtual User Generator, c'est que lui, il les affiche dans un format lisible. Il fait cette transformation-là pour nous. Oui. Après, la nuance par rapport à ce qu'on avait là, où en fait on est autonome, c'est qu'il va falloir fournir les classes applicatives. Puisque la sérialisation, elle est faite côté serveur et côté client potentiellement. Donc il faut fournir les classes serveur, souvent, pour permettre justement au Vugen de désérialiser et de resérialiser à l'exécution. Donc on a la même approche avec Flex en fait. Si on doit faire un parallèle, Java over HTTP, Flex, on va être sur de la sérialisation d'objets sur un protocole HTTP en l'occurrence qui est standard et plus propriétaire côté Adobe sur du Flex, mais on a la même approche. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les classes pour faire la sérialisation, désérialisation ou l'inverse. D'accord. Après, faut être honnête, hein, c'est un travail qui est plus lourd que ce qu'on a vu là sur un exemple web. Ouais, moi j'avais plusieurs questions en fait. Alors la première c'était sur le navigateur quand tu joues tes tests. Oui. Donc dans le True Client c'est un vrai navigateur. Oui. Donc je suppose qu'il honore toutes les directives de cache, d'assets, etc. Oui. Et dans le navigateur on va dire en C, il fait quoi par rapport aux assets et aux caches?
Il les ignore, il les prend tout le temps, il les prend de façon paramétrable. Alors déjà, juste pour préciser ce que tu appelles asset. Tout ce qui est image, sur un site web, image, JavaScript, CSS. Ok. Donc alors, effectivement, c'est deux types de traitements différents. En fait, sur toutes les ressources non HTML, on va dire, ce que tu appelles asset, par défaut, ce qu'il va faire, c'est que lui, si elle a déjà été chargée, donc si elle a déjà été récupérée, en fait, il a une table de correspondance en mémoire. En gros. Si elle a déjà été chargée, il simule le cache en disant bah, on l'a déjà chargée une fois, donc on ne va pas la recharger. D'accord, mais il ne regarde pas les entêtes de cache en fait. Alors, après, il y a une simulation de cache qui est plus proche de ce que fait un navigateur, mais qui là va du coup demander de travailler en mémoire sur les ressources, quelles qu'elles soient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors peut-être que je peux le montrer, ça sera peut-être plus parlant, mais dans les options d'exécution du script, je vais l'arrêter, ça sera plus simple parce que là il est en pause. Ici, en fait, sur la partie browser emulation, on a la simulation de cache. Donc par défaut, en fait, voilà, il va le gérer uniquement sur le contenu HTML. Donc, pour limiter aussi l'empreinte mémoire. Parce que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne le gère pas au niveau du disque comme le fait un navigateur réel, on le gère en mémoire. Donc après, il y a des paramètres plus fins. Il y a des paramètres plus fins et après, on peut aussi travailler sur quand est-ce qu'on va mettre à jour la ressource dans le cache ou pas. Donc, en fait, dans la documentation, vous avez une explication très claire qui dit voilà comment fonctionne le navigateur, voilà les options, les combinaisons d'options pour arriver à un résultat similaire au niveau du V-User. Ok, donc ma deuxième question, c'était sur les modèles de scénarios de test qu'on est capable de jouer. Est-ce que c'est du transactionnel purement sous la forme de requête response? Ou est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus compliquées, type pub-sub, où il y a des clients Pardon, j'ai pas compris. Publication, par exemple, dans le cas de WebSocket, où il y a des clients qui émettent et de l'autre côté qui reçoivent. On supporte. Alors là, moi, l'application que je vous ai montrée, je sais pas quel âge elle a, 10 ans moi. On se la traîne depuis un certain temps, donc elle n'a pas changé, mais on supporte les WebSockets. Donc après, l'approche WebSocket est différente de toute façon. Donc là, je voulais pas montrer, mais on supporte l'asynchrone de manière générale, c'est-à-dire que tout ce qui est polling, par exemple, on peut le traiter. Donc les différentes approches de polling. C'est pareil. C'est-à-dire que autant pour les corrélations, il va faire le travail automatiquement, en tout cas essayer de vous faire le travail au maximum pour vous aider. Autant sur la partie... alors, je vais regarder... code génération. Voilà, vous avez un scan aussi sur tout ce qui est asynchrone, qui va voir, par exemple, si vous avez des requêtes asynchrones, sans parler de WebSocket. WebSocket, c'est une technologie encore un peu différente. Et vous avez la possibilité de travailler après sur les options de ces différents traitements asynchrones. Donc, c'est pas du pur séquentiel. Après, je sais pas ce que vous avez derrière la tête quand vous posez des questions. Est-ce qu'on peut faire du multithread, par exemple, avec un user ? Par exemple, je veux tester une image où j'ai un producteur, un client qui a un thread qui produit des données, et je veux tester N consommateurs de ces données. Oui. Et donc, ce que je veux voir, c'est la montée en charge avec un certain nombre de producteurs N et un nombre de consommateurs M. D'accord, ok, c'est plus clair. Bah, ça, en fait, comment on fait ? Effectivement, les utilisateurs virtuels, ils travaillent dans des espaces mémoire partagés, mais ils ne se voient pas les uns les autres. Donc en fait, on est sur du multithread. Dans un process, on va avoir plusieurs V-users, mais par contre, ils sont sur des zones de mémoire qui ne communiquent pas les unes avec les autres. Donc par contre, on a un outil qui est... Alors, je ne vais pas parler de tous les outils qui sont disponibles avec LoadRunner, j'ai présenté les principaux modules, mais on a un outil qui permet de faire ça, en fait, qui s'appelle le VTS, le Virtual Table Server. L'idée, c'est quoi ? C'est pour faire empiler, dépiler. Donc c'est très performant sur des gros volumes concurrentiels, puisque là on a fait des tests à plus de 100 000 utilisateurs avec. C'est de dire voilà, moi j'ai des utilisateurs dans mon processus métier, dans mon on va dire modèle d'utilisation applicatif qui vont créer des choses, et j'en ai d'autres qui vont les modifier ou les utiliser. C'est ça que vous disiez. Oui, c'est qui vont les recevoir. Qui vont les recevoir. Ouais. Donc alors après ça dépend parce que là ça me fait penser plutôt à des systèmes de gestion de messages. Oui, complètement. Oui.
Mais enfin, en tout cas, si c'est stocker l'information quelque part, Mm, mm. non, c'est pas ça que vous Mm, voulez. mm. Non, c'est vraiment du message. D'accord. Bah ça après, faut voir de quelle techno on parle exactement, hein, mais Ben, typiquement du WebSocket. bah, oui. Alors le WebSocket, oui, on le supporte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut définir un scénario où on va dire j'ai un pool de V-users qui va générer des données Ah. et j'ai On un a autre dépassé pool leur limite là, je crois. et j'ai un autre pool de V-users qui va les récupérer et je vais pouvoir scripter le comportement attendu. En fait, ce que j'ai du mal à voir, c'est dans l'exemple que vous donnez, on parle de WebSocket, mais on pourrait prendre un exemple où il n'y a pas de WebSocket. On a exactement la même problématique. C'est-à-dire qu'il y en a qui créent des données et d'autres qui les consomment, c'est ça? Voilà, il y en a un qui va créer, qui va communiquer avec le serveur, Ouais. un pool qui va communiquer avec le serveur, Ouais. et l'autre pool qui va, donc c'est le serveur qui va initier la communication. D'accord, ouais, En dans gros. ce sens-là. Bah, enfin oui, on peut le faire. Maintenant, après, c'est sur la synchronisation des utilisateurs. Sur un exemple WebSocket pur, en fait, je pense qu'effectivement, il faut se poser la question de comment ça peut fonctionner pour la synchronisation des données. Mais technologiquement, on va le supporter. Après, encore une fois, la solution dont je parlais là, c'est pour gérer tous les cas de figure où on a des données à partager dans un scénario de test. D'accord. Et alors ma dernière question, ça n'a rien à voir avec les résultats d'analyse. Oui, Est-ce que on peut automatiquement croiser plusieurs rapports pour plusieurs tirs? oui, tout à fait. Alors, je l'ai mentionné au début, mais je ne l'ai pas montré. On peut faire du cross-résultat. Donc, par exemple, moi, je vais rajouter ce qu'on vient de faire là. Donc, WebTours, il est là. Je vais rajouter les résultats du perfugé. Et je peux en mettre autant que je veux, à la limite, hein, si ça a un sens de le faire. En général, on compare deux tests. Et donc, lui, là, il va construire une session basée sur un comparatif entre les deux tests. D'accord, mais typiquement, un des graphes que je produis en général, c'est en fonction d'un certain nombre de niveaux de charge, le nombre de requêtes par seconde à ce niveau de charge. Oui. Donc en horizontal, le nombre de requêtes, le nombre de V-users, on va dire, D'accord. et en vertical, le nombre de requêtes par seconde. Oui. En général, c'est plusieurs tirs, en fait. Donc est-ce qu'il y a moyen de le générer automatiquement ou est-ce qu'il faut sortir les données des bases Access pour le refaire, en fait? C'est-à-dire que, en fait, croiser les résultats, il faut le faire comme je viens de vous montrer. Donc, vous allez sélectionner les différents tiers. Vous voulez croiser les résultats. Après, vous allez pouvoir générer vos graphes directement et vous allez retrouver. Alors, là, je suis sur la vue de synthèse, mais c'était quoi les hits par seconde en fonction des V-users, c'est ça? Ouais. Donc là, après, on peut faire. Où est-ce qu'il est? Gatling ou Gmeter, mais je. Oui. Bon, après, c'est juste sur le croisement des données, mais voilà, c'est Merge Graph que je cherche. Je commence à être fatigué. Moi. Donc en fait, c'était quoi? C'était une corrélation entre les deux, ok. Voilà, c'était. Donc là, c'est l'inverse, peut-être. C'est ce que vous vouliez sur l'inverse au niveau des abscisses désordonnées, c'est ça? Bon, après, il faut juste prendre dans l'autre sens. Ça, c'est l'hit par seconde sur les deux tests. Alors après, la nuance de couleur, on peut la changer aussi, hein, parce que là, c'est deux verts qui sont très proches, donc ça ne se voit pas forcément. Donc c'est plutôt l'inverse que vous vouliez, le hit par seconde en fonction des V-users. C'est ça que vous... Non, c'est. Ouais. D'accord. Oui, mais... D'accord, oui, ok. On est plus sur des histogrammes, enfin des... Non, c'est pas les histogrammes en fait. C'est vraiment une courbe où chaque tir se résume à un point qui est pour un nombre d'utilisateurs. Ah, J'ai d'accord. j'ai Enfin, c'est la obtenu synthèse, tant, ouais. tant de throughput. D'accord. Non, mais c'est peut-être possible. Après, faut combiner les différents formats. Je sais pas. Là, j'ai pas la réponse. Ok. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que vous avez du coup, vous avez une vue plus synthétique.
Alors, ça ressemblerait peut-être à ça en fait. Alors, c'est-à-dire donc là on est sur de l'histogramme, mais on n'a qu'un test, mais en fait oui, par type de pour chaque tir. Non mais je vois ce que ça donne. Ouais, je vois ce que ça donne. Je pense que c'est faisable. Maintenant, il faut regarder dans les graphes au niveau des merges. D'autres questions peut-être? Question par rapport au plugin Jenkins, il donne quoi exactement? Alors, vous avez un exemple ou... non, là j'ai pas d'exemple, parce que la seule chose que je peux... Donc, le plugin, il va récupérer les données du tir et il va les grapher, c'est ça? Ouais. Alors, en fait, non, le plugin, déjà, il couvre plus d'outils que le simple outil LoadRunner. En fait, ça permet de piloter quasiment tous les outils du portefeuille HP Software sur le test. Mais sur LoadRunner, ce qu'il va faire, c'est qu'il permet de rajouter un test dans les étapes du build et de récupérer le rapport d'exécution en fait dans le rapport de build. Donc en fait vous aurez un rapport qui va ressembler en fonction de la façon dont vous l'avez défini, qui va ressembler à ça, quoi, qui va être intégré directement dans le rapport de build. Ok, ouais. Non, alors ça je sais pas, parce que à mon avis ça se gère au niveau au-dessus en fait. C'est au niveau des étapes que vous définissez dans Jenkins. C'est vous qui dites si l'étape est OK, comment elle influe sur le statut du build, ou si elle est KO. En fonction des SLA, ouais. C'est basé sur les SLA.